Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jean-Noël, je suis votre hôte ce soir pour parler d'AWS Lambda avec vous et parler d'exécution donc de code sans serveur sur la plateforme AWS. Et je ne suis pas tout seul ce soir, je suis accompagné d'Hugo. Comment tu vas Hugo? Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Écoute, j'espère aussi. On a un menu ce soir qui est un petit peu la suite de ce qu'on avait vu déjà ensemble dans notre stream précédent sur AWS S3. On avait eu un petit aperçu de ces fonctions lambda quand on avait mis une de ces fonctions derrière un bucket S3 pour transformer les données téléchargées. Et donc, on va tâcher de poursuivre dans cette direction pour voir un petit peu les autres capacités, les autres choses que l'on peut mettre en œuvre avec ces fameuses fonctions lambda. Donc les lambda, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une techno qui existe depuis assez longtemps, depuis quelques temps. Mais ça, voilà, il faut faire quelques compromis pour les déployer à grande échelle, pour les mettre en œuvre. C'est pas encore très, très, très à la mode, mais j'avoue que dans certains cas de figure, dans certains cas d'usage, c'est quand même très pratique. Donc j'espère que, bah, toutes mes explications seront claires et que, ben, nous aurons plein de questions dans le chat pour que je puisse clarifier tout ça. Donc n'hésite pas à m'interrompre si jamais tu vois des choses, des questions sympas. Yes. Alors on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet et nous connecter à la console, AWS. On fera un stream un jour sur la CLI, sur la ligne de commande et toutes les choses qu'on peut faire avec, parce que ça permet quand même de gagner du temps et de pas passer du temps à cliquer partout. Mais là, bon, la console pour un stream, c'est plus visuel. Donc on va se connecter tout de suite. N'oubliez pas l'authentification multifacteur, hein. Les ressources AWS, c'est pas donné, donc ce serait dommage de se les faire piquer par quelqu'un qui va miner du Bitcoin ou essayer de pirater la NASA, hein, ce serait dommage. Donc là, on est sur mon compte perso, j'ai préparé quelques petits exemples, quelques petites démos. euh, pour vous montrer un petit peu toutes les capacités de ce service. Alors Lambda, qu'est-ce que c'est? Lambda, c'est une solution pour mettre du code dans le cloud. Par exemple ici, on a une fonction qui est développée en Node.js. Voilà. Et le code, il est directement à l'intérieur de la plateforme. Il est directement sur AWS. Et j'ai la possibilité de l'exécuter. Alors je peux le déclencher moi, je peux utiliser d'autres services, d'autres outils AWS pour déclencher l'exécution du code. Et je n'ai à aucun moment à me soucier de la plateforme qu'il y a derrière. J'ai pas besoin de conteneurs ou d'images Docker, j'ai pas besoin de machines virtuelles, je n'ai besoin de rien en fait. Je mets mon code, je dis quel type de langage, quel type de plateforme c'est, et puis après, je l'exécute. Je peux l'exécuter directement. C'est donc Euh, ça le serverless. c'est donc ça le serverless en fait. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur parce que c'est pas magique, hein, c'est pas le Saint-Esprit qui va exécuter le code par sa toute puissance. C'est simplement que derrière il y a un serveur, mais à aucun moment j'ai besoin de le gérer. Donc moi, à la limite, ce que je peux éventuellement faire dans la configuration, c'est dire quelle capacité je veux. Là, par exemple, cette fonction, elle a 128 mégas de mémoire pour fonctionner. Mais je ne vais pas dire, voilà, je veux un serveur comme ci, comme ça, etc. Je rebondis parce que j'ai une question du chat. Quelqu'un, il y a Scom qui demande si c'est forcément du code natif ou si on peut avoir un framework. J'imagine que ça peut s'entendre, se comprendre parce qu'on peut faire du C# là-dedans, Alors, ou on va le du Net voir, 5. on va le voir, bah, on peut se lancer dans la création d'une fonction pour voir un petit peu les choses qui sont disponibles. Donc, en termes de plateforme, tu peux choisir un runtime. Donc, runtime, ça veut pas dire framework. Donc, tu peux choisir ton moteur. Donc, tu as du .NET, tu as du Go, tu as du Java, tu as du Node, tu as du Python, du Ruby. Tu as toujours des versions supportées en LTS, hein, donc en long support. Donc là, tu as les versions LTS courantes, et tu as toujours quelques versions précédentes de disponibles. Donc là,
tu as le choix de la plateforme, mais pas du framework. Donc si tu veux faire du développement avec un framework, il va falloir que tu rajoutes toi-même tes librairies, parce que derrière ça, ben, en fait, il y a une machine virtuelle avec le runtime installé dessus, mais il n'y aura pas tes librairies. Donc ce sera à toi de dire, ben voilà, mon code, il a besoin de telle ou telle ou telle librairie. Pour rajouter les librairies, il y a deux façons de faire. Il y a ce qu'on appelle les layers, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais configurer les layers, ça peut être un petit peu lourd si tu as une appli complexe qui nécessite plein de librairies. Dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est de dire que ben, à ce moment-là, autant bosser avec une image Docker. Comme ça, tu construis ton image Docker à façon, avec toutes les librairies, toutes les dépendances que tu veux à l'intérieur. Et ensuite, tu vas dire, ben voilà, ma fonction, elle va être basée sur telle ou telle image Docker. Alors là, j'ai deux repos. Alors, il y a un petit souci dans la console, ça, je sais pas si je suis le seul à avoir ce bug, mais voilà, les icônes, elles sont un petit peu, comment dire, cassées. Alors ça marche quand même, hein. Je peux choisir ma fonction. Donc là, je choisis ma dernière image qui est taguée en latest. Voilà, et je peux caler ma fonction lambda sur une image Docker. Et alors du coup, dans ton image Docker, tu peux mettre tout ce que tu veux, tes librairies, tes frameworks, etc. Donc, Je vois. si tu choisis pas une image Docker, si tu mets pas ton code toi-même, tu peux aussi utiliser des choses qui sont préconfigurées. Donc, il y a plein de fonctions lambda qui existent que tu peux rechercher. Alors, c'est plus des exemples, hein. Là, par exemple, tu as un petit Hello World pour apprendre à faire un Hello World avec lambda. Donc, tu as une petite preview là, de ce que ça fait à l'intérieur. Donc, tu as, ces blueprints là. Ou sinon, tu peux aller dans un serverless app repository où tu peux carrément aller réutiliser des fonctions qui ont été faites par d'autres gens. Donc dans ces fonctions qui ont Mmh. été faites par d'autres gens, en fait, tu peux faire ton petit marché. Là, tu as des microservices HTTP, là, tu as de l'encoding avec FFmpeg, là, tu as un truc qui va forwarder des logs à Datadog. Tu peux rechercher un petit peu là-dedans les choses enfin, qui peuvent t'intéresser. Et tout le code accessible de tout le monde ou c'est toi qui choisis de le enfin, c'est toi qui choisis de le déposer là-dessus, j'imagine? Oui, alors si tu, commences à mettre du code dans une fonction que tu, crées toi-même ici avec l'option Author from scratch, tout est privé. Après, quand tu crées une application c'est un concept qu'on reverra un peu plus tard, tu peux faire soit des applications privées, donc là c'est à toi de les créer, c'est toi qui les maintiens, ou alors une application, tu peux la rendre publique. Si tu as envie de faire, je sais pas, de l'open source et de partager des trucs avec tout le monde, tu peux le faire par ce biais-là. Donc quand tu crées une fonction lambda, tu vas lui donner un nom. Tu choisis ton runtime préféré, peu importe, hein, on peut rester sur du Node.js. Et tu choisis ton architecture. Alors ici, tu as le choix entre x86 et ARM64, parce que si le runtime et les librairies que tu utilises sont compatibles avec l'ARM64, tu peux utiliser les CPU ARM qui s'appellent Graviton chez AWS, Mmh. euh, qui sont... c'est des CPU qui sont un peu comme les Apple M1, tu vois? M1, M1 Max, et cetera. C'est des CPU qui ont une Ouais. faible conso d'énergie et qui sont plutôt costauds, quoi, plutôt puissants. Donc il faut voir si tout est dispo, mais si tu peux utiliser de l'ARM64, ben, potentiellement Autant s'en servir. tu vas faire des économies parce qu'ils sont un peu moins chers, ces CPU-là. OK. Et quand tu crées une fonction, bah, par défaut, elle va exister, tu pourras l'appeler, mais elle aura le droit de rien faire dans AWS. Donc c'est pas très pratique parce que tu as une fonction, elle est dans son silo et elle peut pas interagir avec le reste de l'écosystème. Donc quand tu crées une fonction, par défaut, tu peux demander à ce que lui soit assigné un rôle. Alors c'est soit un rôle qui est créé automatiquement, soit un rôle qui existe déjà, si tu veux. Et Mmh. c'est un rôle, bah, si tu crées un rôle par défaut, il va être quasiment vide. Il aura juste le droit de créer des logs, en fait, pour que tu puisses débugger. Et si tu OK. veux, après que cette fonction lambda, elle aille lire des données dans DynamoDB, par exemple, ou écrire des données dans un bucket S3, bah, tu pourras aller dans ce rôle et lui rajouter la permission en question. OK, oui, donc tu peux toujours créer un rôle et le modifier si besoin. Tout à fait. Tu peux
prendre le rôle par défaut et le modifier après, réutiliser un rôle existant et l'adapter si tu as plusieurs fonctions qui ont les mêmes besoins. Là, c'est à la carte, tu fais comme tu as envie. Voilà, tu as aussi la possibilité de signer ton code, si tu veux vraiment être sûr que ça a été approuvé par quelqu'un, que ton code a été signé par une clé avant qu'il soit publié, tu peux activer cette option. La clé, elle peut être gérée aussi par les outils de management d'AWS. Et avec la fonction Enable Network, tu pourras faire en sorte que cette fonction lambda, elle ait accès à ton LAN virtuel, le VPC, on fera un stream sur le réseau, tiens, Mhm. un de ces prochains temps. Et ce qui fait que si tu as une machine virtuelle, par exemple, connectée sur ce VPC, bah, ta fonction lambda, elle va pouvoir s'y connecter. Et donc, tu vas pouvoir échanger des données entre la machine virtuelle et la fonction lambda. Donc allons-y, on va créer cette fonction. Hop, on met un petit firewall là, un security group. Tu en proposes par défaut, faut que tu les crées ceux-là. Bah, ça, tu peux choisir dans la liste des réseaux et des sous-réseaux qu'il y a déjà Ok. Dans ton compte Ok, AWS. donc faut quand même que tu paramètres avant. Ouais. Alors après, quand tu crées un nouveau compte AWS, par défaut, ça vient toujours avec un VPC préconfiguré. Ok. Pourquoi? Parce que c'est de la plomberie assez bas niveau et bah, tout le monde n'est pas spécialiste de ça et c'est un peu casse-pied Mhm. à configurer. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Parce que tu dois tout faire en fait. Tu dois configurer l'adressage IP, tu dois configurer les sous-réseaux, tu dois configurer le routage, tu dois configurer les passerelles internet. C'est vraiment à l'ancienne quoi, hein. C'est comme quand j'ai commencé à bosser il y a quelques années à la fin de mes études. Oui, ok, il y a longtemps, à la fin de mes études. Ouais, t'avais ton switch, puis il fallait configurer les VLAN, t'avais le routeur, fallait configurer les routes. Enfin, c'était à l'ancienne quoi, Ouais, hein. Fallait tout se taper à la main. pas les choses les plus fun du développement. Non, c'est clair. Voilà, donc ici on a notre fonction CapCode TV qui est créée. Et si tu utilises du Node.js ou du Python par exemple, tu as carrément un éditeur en ligne qui te permet de naviguer dans les fichiers et de taper ton code directement. Si tu fais du Java par exemple, tu pourras pas faire ça. Parce que si tu fais du Java, tu vas devoir produire un bundle, vas devoir faire un jar Ouais. pour exécuter ton code. Et donc, bah, le jar, tu peux pas l'ouvrir dans un éditeur de texte parce que c'est un fichier zip avec des classes binaires dedans. Oui, c'est compliqué. Voilà. Donc, cet éditeur, il n'est pas disponible dans tous les cas de figure. Pareil, si tu as calé une image Docker derrière ta fonction lambda, bah, ici, tu n'auras rien en fait. Cet éditeur, cette zone de code source, elle sera vide et tu pourras pas modifier ton code. Donc, tu seras obligé de republier ou ton archive ou ton image Docker si tu veux mettre à jour ton code. Donc là, on a une fonction avec du code par défaut. Donc tu vois, tu as tout de suite le handler qui va bien, sachant que donc ça c'est ton point Mhm. d'entrée, hein, c'est la méthode qui sera appelée quand tu vas l'appeler. Et donc tu peux l'éditer directement. Et quand tu es content de ton code, tu peux le déployer. Donc là, quand tu cliques sur Deploy, ça va publier en fait la fonction sur les instances qu'il y a derrière. Et le code est prêt en fait à être exécuté et à recevoir des requêtes. Et tu peux tester avant de deploy ou quand tu testes qui a été deploy. Non, C'est quoi le sens? d'abord tu deploys et après tu testes, hein. C'est-à-dire que ça, c'est pour dépanner, c'est pas là que tu dois faire ton développement. Ton développement, tu dois le faire au maximum sur ta machine, et dès que tu es prêt, tu mets ton code, et là, tu as un bouton test pour vérifier que ça fonctionne. Alors on a une question. Je vais me permettre d'y répondre à cette question, Jean-Noël. Je t'en prie. Il y a Scom qui nous redemande qui nous demande si le code est versionné ou non. Et j'ai envie de répondre et de teaser la suite. On verra ça après. Sachant que ça dépend aussi de ce que tu entends par versionnement. C'est-à-dire que Ah. là, de toute évidence, il y a un menu version, Mhm. qu'on verra tout à l'heure, mais c'est effectivement pas du versionnement comme Git, tu vois, il n'y a pas cette notion de commit avec des diffs et des choses comme ça. C'est pas aussi pointu. Donc il y a des choses, mais c'est pas il y a pas, t'as pas un repo Git derrière. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas de repo Git à mettre en place.
Parce qu'ici, nous avons aussi la notion d'application. Et derrière cette notion d'application, tu auras des fonctions lambda, plus des repos Git, plus des pipelines de build, plus tout ce qu'il faut pour faire de la CI/CD automatiquement derrière ta fonction lambda. Donc, si tu veux, tu peux. Mais une fonction lambda en elle-même, de base, tu as une gestion de version, mais c'est pas le versionnement du code. C'est le versionning Eco+. On a le droit de dire des marques sur Twitch ou pas? Je sais pas. Moi, Bah je- oui, je pense que tu peux. je débute, hein. Ou alors il faut faire comme à la télé, quand tu dis une marque, faut en dire deux Non, non, trois pour faire comme si c'est pas du non, favoritisme. non, y a pas de CSA, c'est bon, on est tranquille là-dessus. Très bien. Alors on va tester cette fonction, tiens, pour voir ce que ça donne. Quand tu veux la tester, tu peux configurer un événement de test. En fait, tu peux paramétrer différents payloads de test que tu vas envoyer à ta fonction. Hmm. Ta fonction, Et, elle et, va prendre... et du coup, vu que tu peux tester, tu peux créer plusieurs tests du coup. Exactement. Tu peux en créer autant que tu veux avec des payloads différents. Par exemple, ici, on peut se dire, bon, on a besoin que d'une seule valeur. Et est-ce que tu peux enfin, est-ce que tu peux vérifier les résultats de tes tests un peu comme pour tester unitairement ta méthode? Alors non, tu peux pas aller jusque-là. Là, ce que tu peux faire, c'est tester ton exécution. À la fin de l'exécution, donc là j'ai créé l'événement de test, maintenant je peux cliquer sur test, et là tu as Execution Results, et dans cet onglet Execution Results qui est à côté de ton code, là tu vois donc la réponse, et puis tu as toutes les informations de logging qui vont avec. Donc tout ce que tu logs avec ta console, alors là c'est soit en faisant return et en récupérant la réponse, soit en faisant simplement du console.log ou des choses comme ça, tout l'output, tu le retrouves dans ce test event là, dans l'execution result. Et après, quand tu exécutes ta fonction entre guillemets pour de vrai, tu vas pouvoir accéder à l'intégralité des logs, quoi, hein. Tu vas aller dans CloudWatch et tu pourras voir dans l'outil CloudWatch tous les logs de l'exécution de toutes tes fonctions. Alors on va aller voir une fonction un petit peu plus évoluée, parce que celle-là je l'avais créée en live pour montrer un peu comment ça marche. Là, j'ai une fonction d'exemple qui montre un petit peu toutes les capacités d'une fonction lambda. Donc ici, j'ai un handler avec un certain nombre de choses. C'est une fonction qui va faire une sorte de tirage du loto. Donc on va tirer des numéros au hasard. On va en prendre 5 entre 0 et 49, et puis 1 entre 1 et 10, pour se faire un petit tirage du loto. Et donc on va demander au chat après de nous mettre des numéros, et on verra si on a un grand gagnant. Donc cette On fonction, offrira qu'est-ce qu'elle fait? Oui, une pardon. bière au grand gagnant. On Ouais, offrira une bière au grand gagnant. parfait. Il pourra venir boire une bière chez Capcode, on l'invitera. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche tout d'abord le contexte d'exécution. Le contexte d'exécution, c'est quoi? Eh bien, c'est l'environnement de ta fonction. Tu peux récupérer directement avec cet objet contexte le nom de ta fonction, sa version, son paramétrage, par exemple, la quantité de mémoire qu'elle peut utiliser pour s'exécuter. Tu peux trouver aussi dans quel groupe et dans quel flux de log elle va aller écrire son résultat. Et donc, tu peux comme ça savoir un petit peu dans quel contexte tu t'exécutes. Et est-ce que tu peux là, j'ai un dossier sur la droite avec, exemple et index.js. Ouais, Est-ce que par exemple, tu pourrais sortir ces méthodes, dans un fichier à part pour un peu ranger ton code correctement? oui, tout à fait, tout à fait. OK. Tu pourrais créer d'autres fichiers ici, et tu peux faire file, new file, hein, et puis tu peux créer des fichiers. Du coup, tu peux répartir ton code un petit peu comme tu veux. Je tiens à dire aux puristes du code que effectivement, je sais que ce n'est pas le meilleur code de la terre, mais il est là à des fins de démonstration. Hem, Ensuite, alors la fonction, de temps en temps, elle va avoir besoin d'informations extérieures pour fonctionner, un petit peu comme des paramètres. Donc tu as d'une part ce que tu vas configurer dans le payload qui est envoyé à la fonction. Ici, par exemple, on va prendre un paramètre qui est le nombre de tirages qu'on veut faire. Donc là, on va lui dire qu'on veut, par exemple, tirer 15 numéros à la suite. Voilà, là j'ai sauvegardé mon événement de test. Et ça, quand j'exécute ma fonction, eh bien je vais pouvoir le récupérer. Ici, j'ai un objet event, c'est celui qui est passé en argument avec le contexte.
Et donc dans cet objet event, je vais aller pouvoir chercher tous les paramètres qui m'intéressent. Ensuite, outre ce payload, je peux aussi configurer des choses sous forme de variables d'environnement. Ici, dans l'onglet configuration, si je veux par exemple mettre des choses comme des API keys dans ma fonction sans les mettre dans le code et donc sans qu'elles se retrouvent dans les repos Git, ce qui évidemment n'est pas bon, eh bien je peux créer des variables d'environnement ici. Alors je vais plutôt en rajouter une. Add, voilà, test. Hop. Et du coup, ces variables d'environnement, elles sont placées au niveau du système au moment de l'exécution de ta fonction et tu peux récupérer les valeurs. Ce qui fait que tes clés d'API, elles sont paramétrées dans ton cloud AWS, mais pas dans ton code. Donc elles ne se retrouvent pas dans tes repos. Et AWS a pas un service de gestion comme ça de mots de passe clé d'API? Tout à fait. Si jamais tu veux pas passer par ce mécanisme de variables d'environnement pour passer des clés d'API, parce que c'est vrai que c'est un peu rustique, il y a un outil qui s'appelle Secrets Manager, qui est ici, et qui permet justement de stocker de façon centralisée des secrets, donc des identifiants, des mots de passe, des clés d'API, des clés de chiffrement, des choses comme ça. Et ces secrets ensuite tu vas pouvoir les partager, donc tu pourras donner le droit à une fonction lambda par exemple d'accéder à un secret via son rôle. Et donc la fonction lambda, elle pourra aller chercher ce secret et l'utiliser. Le secret, comme il est stocké au sein des structures sécurisées du cloud, même toi, une fois que tu l'as créé, tu Tu as sais plus plus ce que accès. c'est, quoi. Et la fonction lambda, elle va l'utiliser, elle sait pas ce que c'est non plus. Donc c'est Ça peut être pas mal si tu as une lambda qui est chargée de créer des mots de passe, bah ta clé de chiffrement, tu la mets dans ce genre de choses du coup. ouais, tu peux tout à fait la mettre là-dedans. Même si après, bon, pour le chiffrement, tu as aussi des solutions toutes faites, hein. Tu as le KeyMS, le Key Management Service, que tu peux aussi utiliser pour gérer tes clés. Ça te génère une master key. De cette master key, tu peux faire dériver d'autres clés. Chaque clé ensuite sert à faire son propre chiffrement. Et la master key te permet de faire tourner tes clés. Tu peux organiser des rotations pour que automatiquement, tu ne conserves jamais des clés trop longtemps en fait. Comme ça, si elles fuitent, eh ben, elles restent pas valides très longtemps. Donc c'est bien ça pour l'automatisation de tout ce qui est chiffrement et gestion de clés. Toujours est-il que, bah, ces variables d'environnement, ça permet de ne pas mettre n'importe quoi dans le code et ça, c'est quelque chose que tu peux récupérer aussi après au niveau de ta fonction. Donc là, tu peux récupérer par exemple via, l'objet process.env en Node.js, bah, directement les valeurs que tu auras mises dans ton environnement. Donc la fonction ici, si je l'exécute, tiens, on va la tester, on va voir ce que ça donne. Tu vois, ça m'a renvoyé une série de chiffres. Ça m'a fait une série de Qui du tirages, coup, ça m'en a sorti 15. OK. Ouais, Non, j'ai rien dit, Journal, OK, c'est OK, OK. j'ai un peu de délai, c'est pour ça. Ah d'accord. Donc là, je vois que ma fonction s'est exécutée. Je vois la description de l'événement. Donc ça, c'est le payload que j'avais dans mon événement de test. Là, j'ai toutes les informations de mon contexte. Donc ça me permet d'aller retrouver les logs, d'aller retrouver les versions, etc. Là, j'ai mes variables d'environnement. Et puis ensuite, j'ai l'output qui est sorti avec mes console.log. À la fin de mon exécution, il y a des petites infos intéressantes. C'est la consommation mémoire que tu as eue, comme ça tu sais si il faut potentiellement mettre plus ou moins. Et aussi, tu vois la facturation, parce que tu es facturé à l'exécution. C'est-à-dire que contrairement à une machine virtuelle où tu vas payer 24/24/7/7 parce qu'elle est active tout le temps, contrairement à un conteneur Docker où tu auras toujours une instance qui tourne et du coup tu vas toujours payer un petit peu, une fonction lambda, tu ne payes vraiment que lorsqu'elle est exécutée. Donc une fonction lambda ici avec 35 millisecondes, bah là j'ai payé pour 35 millisecondes. Et est-ce que ça coûte, plus cher? Enfin, est-ce que, en rapport, je sais pas, à la seconde, c'est plus cher ou moins cher Alors qu'une si tu VM? prends Enfin, que le c'est
Imagine tu prends un traitement qui tourne, 24 heures sur 24, Mmh. ce sera moins cher d'acheter une instance EC2, d'accord? Parce que OK. lambda, Donc les usages sont vraiment pas les mêmes, là. voilà, si tu prends le prix à la seconde, lambda, techniquement, c'est plus cher. Par contre, comme tu ne payes que pour l'exécution, bah, à l'arrivée, Oui. ta facture, elle est moins élevée, quoi. Sauf si, tu es une super boutique, comme amazon.com et tu as des clients dans le monde entier et tu tournes en 24/7, quoi. Là, à ce moment-là, il vaut mieux passer, peut-être sur une autre façon de faire. Mais le paiement à l'usage, c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est là que tu fais des économies avec des solutions comme Lambda. Tu fais aussi des économies parce que dans une instance EC2, bah, tu as besoin de mettre à jour ton Windows, tu as besoin de passer des patchs, de faire des mises à jour. Là, tu t'occupes de rien, hein. Ouais. Là, c'est ça le serverless, quoi. C'est tu ton code, tu te concentres Ouais, sur j'avoue, le je suis code, très point. Donc cette fonction, après son exécution, eh bien, elle a produit des logs. Les logs, tu peux aller les consulter dans cet outil donc, qui s'appelle CloudWatch. Donc ils sont tous regroupés par fonction ici. Donc tu vois les invocations récentes. Et tu retrouves à l'intérieur toutes les infos qui sont relatives à l'exécution, quoi. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as la possibilité d'aller ici via ce bouton View Logs in CloudWatch. Tu peux aller directement sur la console CloudWatch et tu vois tes dernières exécutions. Donc là, on voit 20h34, hein, c'était bien notre test de tout à l'heure, et je retrouve bien ici les résultats de mon tirage du loto. et les autres onglets, ça faisait quoi? J'ai vu qu'il y a un truc, lambda lens ou quelque chose comme ça? Je sais pas si tu déjà exploré Euh, ces où ça? là, tu as Ici? X-ray Tray, ouais, c'est Ah, quoi? C'est la même chose à peu près? alors X-Ray, c'est un framework qui te permet de faire du logging un petit peu centralisé. Parce que tes fonctions lambda, quand tu regardes, ici, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Ce qui fait que si tu as une application qui est composée de 12 fonctions lambda, chacune elle va loguer dans son propre espace, quoi, dans son propre log. Donc toi, si tu veux débugger un truc, tu vas être embêté parce qu'il va falloir que tu ailles voir dans un log, puis dans un autre, puis dans un autre pour essayer de tout reconstituer. Donc X-Ray, c'est un outil que tu vas utiliser pour instrumenter ton code et tu vas t'en servir pour loguer en fait. Et tu vas dire voilà, je démarre tel traitement, j'exécute ça, 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 ce traitement-là est terminé, j'exécute autre chose. Et X-Ray, il te permet du coup de reconstituer des logs dont la logique est dispatchée dans plusieurs fonctions lambda. Donc c'est un outil OK, d'instrumentation qui te permet de centraliser quand même le monitoring et le suivi de tes applications. je vois. Donc si on retourne sur notre fonction d'exemple, on a des options au niveau de la configuration qui sont sympas. Par exemple, cette fonction lambda, comment est-ce qu'on veut l'exécuter? Qu'est-ce qui la déclenche? Alors une fonction lambda, elle peut être déclenchée par plein de choses. Elle peut être déclenchée par un événement. Cet événement, ça pourra être un upload de fichiers dans un bucket S3, ça pourrait être l'insertion d'une ligne dans une base DynamoDB. Tous les composants serverless d'AWS, en fait, ils sont faits pour interagir les uns avec les autres. Et donc ici, dans cette notion de trigger, tu auras le choix de dire voilà, ma fonction lambda, elle est déclenchée par un appel à une API, par quelqu'un qui demande un truc à Alexa, par un load balancer qui a besoin d'exécuter quelque chose, par un commit dans un repo Git. Tu vois, tu as plein de services là qui sont dispo, que tu peux C'est choisir tous les comme services source. AWS, en fait. Alors pas tous, mais tous ceux qui sont compatibles, quoi. Oui. Ça peut même être des trucs externes, hein. Imagine que tu as ouvert, Ah bah oui, tu as enfin, tout en bas, tu en as plein, ouais. voilà, tu vois, tu as Shopify ici, par exemple. Si demain, on a un collègue, qui ouvre, une boutique de chaussettes, ben, il pourra faire en sorte que quand il y a une commande qui est passée, ça déclenche des choses dans AWS pour la facturation, par exemple. Donc, ce qui est pratique si tu veux faire une sorte de mini traitement batch, par exemple, c'est d'utiliser, ce qu'on appelle EventBridge. EventBridge, c'est un système qui permet de gérer des événements, comme son nom l'indique. Mmh. Et dedans, tu peux paramétrer des règles. Et donc, parmi ces règles,
tu pourras définir des règles d'exécution type cron tab. Donc ici, par exemple, ça c'est quelque chose qui se déclenche tous les jours à 19h45. Mais t'es pas obligé de Ouais, faire comme ça. c'est que tu peux faire plutôt d'avoir des tâches cons qui tournent dans ton serveur Windows, tu te fais une lambda qui appelle un point d'API qui est trigger par un trigger tous les X temps et ça te remplace la chose, c'est pas mal. C'est une façon de faire, ouais. C'est un des cas d'usage. Tu peux utiliser ça pour déclencher des choses. Donc tu peux déclencher, heu, là ça peut être des expressions que tu écris, mais dans certains cas, c'est, simplement un truc où tu dis voilà, je veux une répétition, quotidienne, toutes les heures, toutes les minutes et cetera, puis tu mets simplement la valeur que tu veux. Alors zut, je suis sorti de ma fonction lambda. Dans la config, on avait vu le paramétrage de la mémoire. En fait, le paramétrage de la mémoire, c'est le seul truc que tu peux paramétrer. Tu vas dire voilà, je veux, tu peux aller jusqu'à 10 gigas, 10 gigas de mémoire Mmh. pour ta fonction, mais tu choisis pas la quantité de CPU. La quantité de CPU, elle va être calculée de la quantité de mémoire que tu as mis. Donc jusqu'à 2 gigas, tu vas avoir un vCPU, ensuite jusqu'à 4 gigas, tu vas avoir 2 vCPU, et comme ça, tu as une progression linéaire en fait. Les CPU augmentent de façon proportionnelle à la mémoire. Donc c'est un peu, voilà, ça peut paraître un peu réducteur, mais en fait, c'est vrai que si tu as En des général, c'est fonctions. corrélé. Ouais, normalement. Alors pas toujours, c'est un peu le reproche qui est fait de temps en temps à lambda, c'est que des fois tu aurais besoin de plein de mémoire et pas d'autant de vCPU que ce qui est proposé. Mais bon, voilà, c'est un choix qui a Après été fait. peut-être que dans un futur plus ou moins proche, il y aura enfin, ça continue à évoluer l'outil donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Tout à fait. Ça, je pense qu'il y a encore plein d'innovations qui vont arriver, hein, vu la vitesse à laquelle ça avance. Un truc qui est intéressant, c'est cette fonction de timeout. Alors ça peut paraître un peu bidon un timeout, on se dit: «Bon, pourquoi? À quoi ça sert?» Mais imagine que tu as un développeur qui s'est trompé et il y a une boucle infinie dans le code. Une boucle infinie Aïe, en aïe, aïe. serverless, bonjour la facture, hein, parce que Aïe, aïe, aïe. ça va tourner en permanence, jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Et imagine, il fait ça le vendredi soir avant de partir, en week-end. Exactement, parce que c'est bien connu, c'est toujours à ce moment-là que les pires boulettes arrivent. Ah bah Heu oui. Donc là, tu sais que bah, ta fonction, elle est censée s'exécuter en, je sais pas, 10 secondes maximum. Bah là, tu peux mettre un timeout à 40 secondes, par exemple. Comme ça, si jamais le temps d'exécution dépasse, la fonction sera tuée automatiquement. Pour peu que tu l'aies pas appelé toutes les minutes. Oui, effectivement. Alors ta fonction lambda, tu peux aussi lui mettre des destinations. C'est-à-dire que à partir du moment où elle s'est exécutée, tu peux lui demander de déclencher quelque chose en cascade si elle Mmh. s'est bien exécutée ou si elle s'est mal exécutée. Donc tu pourras lui faire publier un message, tu pourras lui faire exécuter une autre fonction, ou alors publier quelque chose dans EventBridge, encore une fois, pour déclencher des actions Est-ce que en réaction. la failure, c'est uniquement si tu le timeout ou tu peux définir des conditions de failure dans ton code? Genre une Ah exception? ouais, exactement, une OK, exception, ça fait planter le code. En fait, toutes les exécutions qui sont pas en status 0, c'est considéré comme une erreur, hein. ça D'ailleurs, marche. c'est un petit peu un standard, même si j'ai l'impression que les développeurs le savent de moins en moins. C'est un truc qui doit plus être enseigné à l'école. Mais un code de retour à la fin d'un programme, toute valeur supérieure à 0, c'est un succès, toute valeur inférieure à 0, c'est un code d'erreur. Donc un status -1, normalement, c'est que ça a pété. Ouais. Parce que quand il n'y avait pas les exceptions de mon temps, hein, on renvoyait des C'est codes tellement d'erreur, hein. c'est quand même moins clair, hein, désolé, mais Effectivement. Hem, donc on a vu les triggers, on a vu les destinations, donc on a vu un petit peu l'amont et l'aval de la fonction lambda, même si j'ai d'autres surprises à présenter derrière. ah bah attends, j'ai juste une question du chat qui est intéressante. Il y a Taku avec plein de U qui demande si, on a 2 applis qui appellent une même lambda en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que c'est du serverless, tu n'as pas à te soucier de ce qui se passe. En fait, chaque appel à une fonction lambda va démarrer l'exécution de cette fonction. Donc si jamais tu as 1000 appels en même temps, et bah, tu vas avoir 1000 fonctions lambda qui vont démarrer.
Ensuite, elles vont rester actives quelques secondes au cas où il y aurait une autre requête qui vienne juste après. S'il n'y a plus de requêtes, elles sont détruites automatiquement. Mais tes fonctions lambda, elles vont être instanciées à chaque demande. Donc si on a une de dispo, elle répond immédiatement. Sinon, ça démarre un process et ça exécute la lambda. Pour répondre à la question de FixPy, les statuts 0, ça reste un succès du coup. Ok. Ouais, donc après, avec le scaling justement, quand tu es dans le menu lambda, tu vois ici tout en haut, dans les ressources, il y a ici la concurrence maximum. En fait, quand tu es à Francfort, en Europe, tu es un peu privilégié parce que tu as un niveau de concurrence qui est plus élevé que dans les autres villes. Si tu te mets sur Paris, par exemple, tu n'auras que 300. Ça veut dire que là, sur Francfort, je peux avoir 1000 instances de ma fonction lambda exécutées en parallèle. Donc ça veut dire que là, je peux avoir une capacité de 1000 utilisateurs simultanés. Tu sais pourquoi ils font ça? C'est bizarre. C'est à cause C'est-à-dire, du nombre d'utilisateurs. Enfin, pourquoi est-ce que c'est différent, cette concurrence en fonction des régions? bah parce que bah, tu as besoin d'une certaine capacité serveur pour pouvoir encaisser ça. Ah, OK. Et ça, c'est la valeur par défaut quand tu te positionnes sur cette région. Du coup, ça veut dire que tous les utilisateurs de Francfort, ils ont 1000 potentiellement. Pourquoi? Bah parce que à Francfort, il y a suffisamment de capacité pour que tout le monde ait cette quantité-là. OK. Et à Paris, il y a peut-être moins de serveurs, du coup, là, forcément, la quantité est plus basse. OK. C'est ça. Et aux États-Unis, il y a une région, alors je sais plus exactement laquelle, parce qu'il y en a plein là-bas, mais tu as un max de 5000, je crois. C'est pas près d'Hollywood? Je sais pas dire. En tout cas, tu as un niveau de concurrence ici qui est automatique et la montée en charge, elle est faite grâce aux outils de monitoring que tu as. Ben, tu les vois d'ailleurs là, là en dessous, hein. Tu vois, Oui, juste exécution en dessous. concurrente. Le système, il s'auto-surveille et s'il y a besoin d'instancier des nouvelles instances, eh bien, il le fait automatiquement et quand ces instances ne sont plus utilisées, elles sont détruites. C'est d'ailleurs un des facteurs qui fait que Node.js et Python, ce sont des langages qui sont populaires au niveau de lambda, parce que quand tu démarres un nouveau process pour exécuter une appli Node.js ou une fonction en Python, bah, ça va très vite. Mmh. Que si tu as un programme en Java où il faut démarrer toute une JVM et charger tout le bousin en mémoire avant d'exécuter le truc, ben, tu as un temps de démarrage qui est beaucoup plus élevé. Donc ta première requête, elle a un temps de réponse qui est pas bon. Par contre, toutes les requêtes suivantes, après, tu auras des temps de réponse qui seront super. Mais euh, Oui, le après démarrage à froid, c'est comme un turbo diesel à l'époque de la R12, hein. C'est voilà, faut attendre que ça démarre. Après, une fois que c'est chaud, ça patate. et du coup, c'était pas trop adapté, les comme ça, les frameworks un peu lourds pour lambda? Ouais, effectivement, c'est un peu moins pratique. Après, il y a des outils maintenant et des fonctions, alors soit à l'intérieur d'AWS ou à l'extérieur, hein, mais il y a des gens qui ont développé des solutions pour que tes fonctions lambda soient toujours accessibles. Ça fait une sorte de ping, ça appelle automatiquement ta fonction lambda, genre toutes les 5 minutes, pour la garder active. Toi, une requête Tu de payes pas 35 plus, du coup? millisecondes, pardon? Tu payes pas plus, du coup? Ah non, parce que tu payes à l'exécution, Tu paies à l'exécution. Donc effectivement, pas à l'activation. tu vas payer pour 35 millisecondes d'exécution toutes les 5 minutes, ça va pas changer ta facture et au moins tu auras plus ce problème de démarrage à froid. OK. Mais c'est vrai que c'est un désavantage des langages avec machine virtuelle, quoi. Faut démarrer la VM pour pouvoir exécuter le truc, alors que les langages interprétés, tu les prends, tu les exécutes et tu te poses pas de questions. Alors retournons dans notre fonction d'exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément qu'on peut configurer? Donc tu as l'option VPC pour te connecter à un LAN et à d'autres ressources que tu aurais dans ton cloud. Le monitoring, on l'a vu. Donc tu peux utiliser X-Ray ou pas si tu veux pour avoir des logs un peu consolidés. Là, on a le paramétrage de la concurrence. Donc ça, c'est ce dont on parlait à l'instant. Donc par défaut, moi, ma concurrence, elle n'est pas réservée. Ça veut dire que ça monte en charge automatiquement. J'ai un maximum de 1000. Mais comme c'est pas réservé, s'il y a d'autres utilisateurs sur la même région AWS que moi qui bouffent plein de ressources, bah moi je pourrais peut-être pas OK, monter jusqu'à 1000 en fait. C'est-à-dire que 1000 c'est le max. OK.
s'il y a assez de capacité. S'il y a d'autres exécutions qui sont en cours, bah, peut-être bien que je pourrais monter que jusqu'à 200. Donc OK, ça, si pour toi c'est un problème parce que tu as besoin de beaucoup d'instances pour répondre à ta demande, tu peux créer de la concurrence provisionnée. Donc là, du coup, elle sera garantie. d'accord. Est-ce que ça coûte moins cher du coup quand tu fais ça? Vu que tu provisionnes, vu que tu réserves? En général dans le AWS quand tu réserves, c'est un peu moins cher. Alors là, c'est l'inverse. OK. Parce que tu fais maintenir de la capacité rien que pour toi. Oui. C'est un peu comme quand tu réserves de l'IO, si tu veux, tu bloques de la bande passante. Ouais, OK. Donc voilà, tu payes un petit surcoût parce que tu empêches que quelqu'un d'autre l'utilise. Ça marche. Ensuite, ta fonction lambda, tu peux faire en sorte qu'elle soit exécutée de façon synchrone ou asynchrone. Donc de façon synchrone, bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, tu cliques sur test et tu récupères un résultat. En mode asynchrone, ça va être un peu différent. Le mode asynchrone, tu vas en fait publier un message dans une file d'attente, dans une queue, et ensuite cette queue, elle sera lue régulièrement par une fonction lambda. Donc tu peux avoir un pool de fonctions lambda qui vont lire régulièrement dans la queue pour voir s'il y a des choses à exécuter. Le code signing, OK. on l'a vu. Là, il y a une fonction qui est sympa. Si tu veux que ta fonction lambda, elle se connecte à une base de données dans RDS, le serveur, le système de base de données relationnel, Mmh. tu peux créer un proxy. Ça va te créer en fait un intermédiaire entre ta fonction lambda et ta base de données. Pourquoi? Bah parce que lambda, on a vu que ça faisait du scaling automatique. Donc tu peux passer de 1 à 1000 connexions. Si chaque fonction lambda, tu vois, maintient une connexion à la base de données, euh, Ça va vite saturer, hein. voilà, tu passes de 1 à 1000 et c'est comme si tu mettais des coups de poing dans la tête à ta base de données, quoi. Tout va bien, ça marche, tu as un pic de connexion, blam, elle se prend un tsunami et ensuite, bah, les temps de réponse, forcément, Bah oui. ils vont se dégrader et tu vas pas être content. Donc là, tu as un proxy qui va servir d'intermédiaire et qui va gérer le flux de connexion. Donc lui, il va te maintenir un pool de, je sais pas, 30 connexions à ta DB. Ce pool, on va essayer de le garder constant le plus longtemps possible. Et comme ça, tes fonctions lambda, avec leur montée en charge, eh bien, elles vont passer par le proxy et elles vont essayer de se partager les connexions du pool. Donc à toi de bien sizer ton pool pour que tu n'aies pas un goulet d'étranglement. Mais en tout cas, ça évite tes problèmes de saturation. Je vois. Ça, tu vois, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée. Quand j'ai commencé à bosser dans l'écosystème AWS en 2018, ça n'existait pas. Et je voyais régulièrement des clients qui me disaient: «Ah ouais, mais lambda avec RDS, c'est la catastrophe parce que ça fout les bases de données par terre». Du coup, ils ont réagi, ils ont ajouté ça, c'est bien. Exactement. Bah, écoute, Ils sont vraiment à l'écoute et réactifs chez AWS parce qu'ils ont compris que être à l'écoute et réagir, c'était le seul moyen de rester devant la compétition en fait. Donc on a vu que la fonction lambda, elle peut se connecter au VPC pour accéder aux autres instances EC2, elle peut se connecter aux bases de données RDS avec le proxy, on peut aussi se connecter à des file systems partagés. Donc tu pourras configurer par exemple un file system connecté à une instance qui va produire un gros fichier que tu vas vouloir traiter. mmh, Et ce file system, tu pourras le connecter à ta fonction lambda pour que elle aussi, elle puisse, quand elle démarre, aller lire le contenu de ce fichier et agir en conséquence. Donc là, tu vois un petit peu lambda, c'est un silo, et là, tu vois les quelques portes que tu as pour pour aller, sortir. voilà, pour accéder à d'autres choses qui se trouvent autour. Enfin, on a les state machines. Les state machines, on va y revenir, ce sera le dernier sujet de notre présentation. Il y a un autre point important qu'il faut mentionner sur les fonctions lambda, c'est les fameuses versions dont on parlait tout à l'heure. Donc quand tu changes ton code, tu peux le déployer, et quand tu le déploies, tu peux le déployer sur une version. Par exemple là, je vais dire que ben, je m'apprête à publier une nouvelle version de ma fonction lambda. Tu peux mettre une petite description. Voilà, et là du coup j'ai créé la V5 de ma fonction. Derrière cette fonction, pour l'instant, bah, j'ai le même code que la V4, hein. Tu vois ici j'ai encore écrit version 4 comme tout à l'heure. Donc là je vais changer, Ouais, je vais mettre version 5.
Ah, attends, c'est pas ici qu'il faut que je le fasse, il faut que je remonte ici. Non, c'était ma fonction exemple. Voilà, je vais écrire version 5. Je fais déployer. Et donc maintenant, j'ai déployé ma version 5. Mhm. Donc ici, ce qu'il faut que je dise, c'est derrière cette version 5, quel est le code que j'utilise. Pour Ouais, l'instant, qu'est-ce qui se c'est cache derrière cette version? voilà, c'est toujours la V4. Pourquoi? Parce que, en fait, une version, c'est pas simplement, euh, comment dire, c'est pas simplement une version du code, parce que tu vas l'associer à un alias. Un alias, ça va te servir, Mhm. par exemple, à dire, ben, j'ai du code en prod et j'ai du code en test. Donc, dans ton alias prod, tu vas pouvoir dire que bah, l'alias prod, il va pointer sur la version 4, Mhm. et test, ça va pointer sur la version, alors par défaut, c'est $latest, donc c'est la dernière version du code que j'ai publié. Mais Ouais. imaginons que je veux créer un alias pour une version recette. Imaginons que ma V5, elle a déjà passé les tests, donc je veux la passer en recette. Ici, je peux dire, bah voilà, ma recette, elle est sur la V5. Donc mon code en prod, je retourne juste sur les alias, voilà. Mon code en Mhm. prod, il tourne sur la V4. En recette, je teste la V5. Et en Mhm. test, bah, j'ai la version courante sur laquelle on est en train de travailler. Et une fois que enfin, et à tout moment, tu peux dire tel alias, ça change, ça devient telle version. Exactement. À tel moment, tu vas pouvoir dire tel alias est calé sur telle version. Donc le jour où tu veux mettre ta V5 en production, tu vas sur ton alias production et tu dis, eh ben maintenant, mon alias production, il tape sur la V5. Ah, au Et tableau, j'ai vu un truc qui s'appelle, il y a un poids égal 100%. Ça veut dire quoi? exactement. Alors ce poids, ça sert à quoi? Si imagine que j'ai une fonction lambda que j'ai développée et bon, elle fonctionne correctement, mais elle n'est pas très performante. Donc, j'ai demandé à un collègue de redévelopper, enfin de retravailler l'algo pour qu'il fasse la même chose, mais qu'il ait plus de capacité. Et bah, c'est une nouvelle version que je voudrais bien valider en charge, en prod, mais sans prendre trop de risques. Ce que tu peux faire quand tu crées des versions comme ça derrière un alias, derrière mon alias production ici, je pourrais dire que j'ai derrière la version, en fait, la possibilité de dire que je veux envoyer, par exemple, alors imaginons que j'ai ici, Ouais, une 6, ouais, c'est ça me V5 parle. la nouvelle version, je vais envoyer 90% du trafic, pardon, 90% du trafic sur la V4 et 10% sur la V5. Comme ça, OK. je peux tester avec une petite portion de mes utilisateurs comment se comporte la fonction, est-ce qu'on n'a pas d'erreur, est-ce qu'elle marche convenablement. Et si je suis satisfait, après, bah, je peux revenir dans cette config et basculer l'intégralité du trafic sur la version qui a été retravaillée. C'est pas mal ça. Donc ça te permet comme ça de basculer petit à petit, par exemple, des gens sur une nouvelle fonctionnalité. Mmh. C'est je trouve ça bien. Je connais pas d'autres outils qui permettent de faire des choses, dans ce genre. Tu as des load balancers qui font ça. Je crois que c'est un peu le Ouais. principe du Blue Green Deployment. Je ne sais pas si notre collègue Benoît nous regarde ce soir, mais c'est un sujet qu'il connaît bien. Quand tu fais du Blue Green Deployment, tu vas avoir, on va dire, une version de ton code qui est dans un conteneur Docker, une image bleue. Tu as 100% du trafic qui vient sur l'image bleue. Tu publies l'image verte, et puis petit à petit, tu bascules les gens de l'image bleue vers l'image verte. Et c'est ton load balancer qui fait ça, en fait. Petit à petit, tu peux Ouais. prendre les connexions qui arrivent, tu les renvoies sur la nouvelle version, et jusqu'à ce que tout le monde ait terminé, quoi. Et les gens qui bossent sur une version, tant qu'ils se sont pas déconnectés, ils restent dessus, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu peux vraiment dire à ce point-là de jouer tel pourcentage? Je sais pas. Ah, ça doit dépendre des load balancers. J'imagine que pour certains, oui, c'est une capacité qu'ils Mmh. ont. J'ai déjà vu ce genre de choses par le passé. OK.
En tout cas, cette combinaison version alias, eh ben, elle te donne pas mal de souplesse en fait, parce que Mmh. tu peux faire évoluer la même fonction, de différentes manières et puis après à l'exécution, quand tu vas exécuter ta fonction, tu vas pouvoir dire quelle version tu veux tester. Par exemple, on avait vu, le service, API Gateway lors du dernier stream. Ouais. Ben, API Gateway, quand tu lui dis que derrière, pour répondre à un point d'API, c'est une fonction lambda, tu peux choisir la version, justement. Tu peux choisir l'alias et la version vers lequel tu veux que ça tape. OK, donc tu choisis ta lambda, tu choisis l'alias derrière et lui, bah, vu que tu as tout bien configuré derrière, il sait sur quelle version taper. Exactement. Pas mal. Et ça, c'est un truc que Amazon, pour la boutique Amazon.com, ils utilisent vraiment, vraiment super intensément. Si tu prends la boutique Amazon en elle-même, là, si tu prends, je sais pas, une page produit, là, tu vois, tout ce que tu vois là-dedans, c'est plein de fonctions lambda. Par exemple, le calcul ici du nombre d'évaluations, ça, c'est une fonction lambda qui l'a produit. Les petites étoiles là, qui sont affichées, c'est une fonction Mmh. lambda qui l'a produit. Le prix avec la remise, pareil. Tout ça, c'est en fait la boutique AWS, c'est des dizaines de milliers de microservices qui sont pour une grande partie basés sur lambda et euh, qui vont te composer en fait ta page. Et du Ah, coup, ouais. dès que dès qu'il y a une mise à jour qui est faite, parce que ces microservices, ils sont déployés en intégration continue, il y a des milliers de livraisons de nouvelles versions tous les jours, et donc ils utilisent ces mécanismes d'alias et de version pour publier les nouvelles versions à chaque fois qu'ils font un truc. C'est pas mal, hein? Pas mal C'est du euh, tout. c'est assez poussé, hein. Donc là, on a vu un petit peu bah, les capacités de ces fonctions lambda, donc tu as de la variété dans les langages. Tu as pas mal de possibilités, dans le versionnement, dans la configuration et cetera. Si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait se dire que, bah, c'est bien d'avoir une fonction lambda, mais, derrière, t'as pas tout ce qu'il faut pour bosser avec. Tu vas pas avoir, ce dont on parlait tout à l'heure avec SCOM4, le, le pipeline, le repository Git et cetera. Tu pas tout, c'est juste l'exécution. Donc Mmh. si tu veux tout l'écosystème, tu peux créer ce qu'on appelle une application à l'intérieur de Lambda. Et quand tu crées une application, par exemple, tiens, bah, on va prendre un point d'API en serverless, en exemple. Quand tu donc demandes à créer cette application-là, ça va te créer la plateforme API Gateway pour l'exécution, ça va te créer les fonctions lambda pour répondre aux requêtes get, post, etc. Ça va te Mmh. créer DynamoDB, mais ça va aussi te créer la pipeline pour faire la compilation du code de tes fonctions lambda. Ça va te créer le repo GitHub ou code commit, et ça va te créer la config de build automatiquement. C'est t'as tout qui vient préconfiguré en fait C'est pour le avoir un package. package complet. Exactement. Trop bien ça. Donc là, tu as et la plateforme de runtime et tout ce qu'il faut pour faire ton CI/CD avec en même temps. Ah, c'est top ça. Donc là, j'ai choisi un truc d'exemple. Donc voilà, il nous propose ça, mais bah, tu as vu, il y en avait plein des différents, hein. Ou alors tu fais du author from scratch. Et là, c'est toi qui dis, voilà, je veux Là, tu une t'amuses là. application. Voilà, et là, tu choisis ton runtime, tu dis le format de ce que tu veux produire, parce que ça te fait des templates après derrière qui sont utilisés par CloudFormation pour automatiser la création des ressources. Tu choisis ton repo, code commit, tu choisis tes permissions, et puis ça te crée ton environnement de travail. Donc là, ça va te préparer les builds et tout, ça va tout te préparer automatiquement. Et là, du coup, C'est franchement puissant, hein. tu as le combo complet avec le versionnement prévu pour de ta fonction lambda. Donc là, t'as déjà de quoi t'amuser, quoi. T'as déjà de quoi faire pas mal de choses. Mais il reste une thématique qui était un petit peu Mmh. problématique jusqu'à ce que soit introduite l'année dernière cette notion de step functions et de state machine.
Alors ça, c'est un nom. Je pense que les mecs au marketing, ils étaient fatigués le jour-là. Parce que le nom, tu vois, Step Functions and State Machines, ça parle pas. Ça parle pas aux gens. Ah, c'est pas sexy en plus. Non. Après, il y a des noms de produits, effectivement, qui sont pas très sexy, hein, chez Ouais. AWS. Quand tu prends, je sais pas, Amazon Macy, Amazon Comprehend Medical, Deep Composer, tu vois, c'est pas toujours très, Ouais, mais je sais pas, S3, lambda, ça je sais pas, ça sonne bien, tu vois? ça fait un peu technique. Ça fait un peu Mmh. technique. Mais là, Step Function and State Machines, en fait, ça, c'est un nom qui vient des fondamentaux un peu mathématiques du système et qui est pas très parlant. En fait, c'est quoi? Tes fonctions lambda, de base, elles sont indépendantes les unes des autres. Et du coup, si tu veux enchaîner deux fonctions l'une après l'autre, ben, t'as pas vraiment d'outil pour le faire. Tu peux jouer avec les triggers et dire, ben, j'ai une fonction qui se déclenche à 20h et l'autre à 20h30, mais bon, c'est vraiment Ouais. pas très pratique. Puis si tu veux transmettre des résultats entre 2 lambda, du coup, là, faudrait que tu ailles déposer dans un S3 après que tu ailles le enfin, ça a l'air Ouais, galère. c'est ça, c'est exactement ça. Il faudrait que tu aies une fonction qui mette son résultat dans un bucket S3, puis la fonction suivante aille chercher le bon fichier qui doit porter le bon nom dans le même bucket. Ouais, Ça fait, ça fait pas mal de plomberie pour pas grand-chose. Alors, Step Functions and State Machine, c'est quoi? C'est tout simplement l'orchestration de tes fonctions lambda. Tu vas pouvoir les chaîner en série, tu vas pouvoir les exécuter en parallèle, tu vas pouvoir faire des itérations pour les réexécuter un certain nombre de fois si tu as des choses qui ne se passent pas comme prévu. Tu pourras même faire des branches pour prendre des décisions. Par exemple, j'exécute une fonction lambda, si tout se passe bien, j'en exécute une autre, si j'ai une erreur, j'exécute une fonction qui va me gérer mon erreur. Et comme c'est ça, pas mal, hein. tu peux construire des workflows, en fait, carrément. Donc j'ai un exemple ici, qui est très concret, je vais le décrire pour illustrer la chose. J'ai monté une petite infrastructure où j'ai une fonction lambda qui est ici, c'est gas tracker. Cette fonction lambda, elle est exécutée toutes les minutes, je crois. Attends, c'est quoi mon trigger ici? Elle est exécutée toutes les minutes pour se connecter à une API et récupérer des données. Donc toutes les minutes, je fais une requête HTTP pour récupérer des infos avec mon API key qui vient de mon environnement. Elle n'est pas codée dans le stream. Et ces données-là, ensuite, je vais les sauvegarder dans une table DynamoDB. Donc toutes les minutes, j'accumule des données dans la table DynamoDB. Mmh. Et ces données-là, le soir, je veux lancer les traitements qui vont me générer des graphiques. Donc la table DynamoDB, je vais te la montrer. Elle est ici. Et pendant que ça charge, elle traque quoi ta méthode? C'est des frais de transaction sur une crypto-monnaie. OK. Donc là, j'ai 101 000 éléments, j'ai 101 000 items dans ma table. Mmh. Et donc, bah, tu vois, tous les jours à 20h, hein, j'ai un pic d'exécution. Parce que tous Qui est les la jours, création graphique. c'est ça, c'est la création des graphiques qui se déclenche. Sauf que la création des graphiques, elle va se faire en plusieurs étapes. D'abord, j'ai cette fonction ici qui s'appelle gasdata to CSV. Elle va aller prendre le code à l'intérieur de la table DynamoDB. Donc ici, j'ai mon client DynamoDB. Ça va Mmh. me lire toutes les données qui sont formatées au format JSON. Donc je vais les prendre, ces données, je vais les reformater pour les transformer en CSV. Donc je prends les OK. données, je les mouline, je les transforme, je les mets dans un fichier CSV et ce fichier CSV, je l'upload dans un bucket S3. Est-ce que tu aurais pu directement, quand tu fais tes méthodes S3 qui veut les stocker dans le DynamoDB, les stocker directement sous forme ah mais c'est en stock, oui, j'ai rien dit. J'oublie ma question, c'est bête. Très bien. Si tu enfin, est-ce que si quand même, est-ce que tu aurais pu mettre à jour le fichier CSV directement, dans S3 depuis ta lambda? Genre toutes les minutes, tu viens ajouter une ligne dans ton CSV, dans ton S3. Ça sera un peu laborieux parce qu'il faut le télécharger, rajouter la ligne et le réuploader. Ouais, OK. Mais c'était Ça, plus simple, comme c'est fait là, du coup. ouais, ça ferait un peu,
enfin, c'est possible, mais je sais pas si c'est le plus efficace. Je suis pas sûr que ce serait Ouais. le plus efficace pour le faire. Alors il vaudrait mieux utiliser un file system partagé comme NFS qu'on a vu tout à Mmh. l'heure. Oui. Donc là, cette fonction, elle s'exécute, donc elle prend les données dans DynamoDB, c'est du JSON, ça fait un CSV, ça met dans le bucket. Et ce que je veux, c'est que cette fonction, elle soit chaînée avec une autre, c'est-à-dire que si celle-là s'exécute bien, je vais en exécuter une autre qui s'appelle GasCharts. Et cette fonction-là, elle est en Python, donc on ne peut pas voir le code parce elle est dans une image Docker parce qu'elle utilise des librairies un peu compliquées, des librairies mathématiques pour faire de la transformation de données et du calcul et ensuite la production des graphiques. OK. Et cette fonction, donc, elle va me produire des images, donc ça va me produire des graphiques sous forme d'images, que je vais ensuite uploader dans un autre bucket qui sert de site web. Et donc, à la fin de l'enchaînement de mes deux fonctions, j'ai des graphiques qui ont été produits et qui ont généré des images qui sont hébergées sur un espace web où je peux les consulter. Le OK. problème que j'ai, c'est qu'à la fin de cette exécution-là, j'aurais bien encore un troisième truc à exécuter parce que derrière mon bucket S3, j'ai le Content Delivery Network Ah bah qui oui, tu s'appelle CloudFront. CloudFront, qui Oui. sert de cache. Du coup, si je vais sur mon site web après l'exécution des fonctions, je vois pas mes nouveaux graphiques, je vois toujours les vieilles images. Je fais juste un peu d'auto-promo, Jean-Noël. Si jamais vous savez pas ce que c'est que CloudFront, allez voir notre stream précédent d'il y a 2 semaines. Le replay est disponible sur la chaîne YouTube, Excellente remarque. CapCode TV. Du coup, ici, je vais devoir créer une invalidation CloudFront pour virer mes images de mon cache et que ce soit les nouvelles qui soient servies aux utilisateurs. Donc, qu'est-ce que ça nous donne tout cela? Si je veux chaîner tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, je peux utiliser ces step functions pour créer un workflow. Donc ici, j'ai un point de départ, c'est l'état de départ de mon système. Je vais exécuter cette fonction data to CSV pour faire ma première transformation. Si cette transformation se passe bien, ça exécute ma deuxième fonction qui sert à créer des graphiques. Et à la fin, en fait, dans ces workflows, non seulement on peut exécuter des lambdas, mais on peut aussi appeler des actions sur d'autres éléments d'AWS. On peut aller voir l'éditeur de Step Functions pour comprendre un peu comment ça marche. Donc ici, on a un éditeur qui est un peu rustique, parce que là, il faut écrire du JSON, hein. Donc là, autant dire que faut aimer le sport. Mais il y a un truc Ouais. sympa, c'est le Workflow Studio ici. Donc ça, c'est un éditeur graphique Un truc qui, pour les feignants. donc pour moi, voilà, qui te permet de mettre en place en fait ton workflow visuellement. Par exemple, là, j'ai ma première fonction qui est ici. Donc je peux dire de quelle fonction il s'agit. C'est là que je choisis aussi, tu vois, $latest. Là, je choisis ma version, mon alias, etc., hein. OK. Elle prend pas de payload parce qu'elle est indépendante, donc elle a pas d'entrée, elle a pas d'input. Et Oui, ici, j'ai mis logique. next state, création des graphiques. Donc ici, ça va me prendre en sortie, si tout s'est bien passé, ça va exécuter cette fonction-là. Cette fonction-là, elle s'appelle createCharts, elle est ici, Et c'est aussi une lambda. voilà, c'est aussi une lambda, c'est tout des lambdas. Et du coup, cette fois-ci, celle-là, elle a un payload ou pas? Alors Non, hein? celle-là, elle n'a pas de payload, par contre, elle a un output, celle-là, elle a une sortie. Pourquoi elle a une sortie? Parce que mon invalidation ici, si je veux pouvoir la créer, je dois lui mettre un ID. Et cet ID, je Ouais. ne peux pas le coder en dur. Là, j'ai mon payload qui est préparé. Donc ça, c'est l'entrée que je vais envoyer dans mon invalidation. Mais je dois passer une référence ici. Et cette référence, elle doit être unique. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en output de createCharts, je vais sortir un timestamp, ce qui va rendre toutes mes invalidations uniques. Ouais, Donc, ouais, pardon. non, c'est je confirmais. Voilà. Enfin, je disais oui. Donc ça va tout chaîner. Et j'ai donc mes fonctions qui vont pouvoir s'enchaîner et l'output de l'une pourra devenir l'input de l'autre. Sachant que on pourra en plus faire des transformations, mais ça je te le montre dans un instant. Avant ça, juste pour montrer comment ça se passe, imaginons que j'ai une fonction intermédiaire à mettre entre les deux ici, je prends
l'invocation lambda, je la mets ici, je dis quelle fonction je veux exécuter, est-ce que j'ai un état, un input ou pas, quel est l'état d'après. Là ici tu as des onglets pour préparer les payloads d'input, d'output, et j'ai mis une fonction lambda au milieu. Et si après j'ai besoin de faire quelque chose sur EC2, ben ici j'ai tout plein d'actions que je peux déclencher dans EC2. Si je veux, là ce que j'avais codé pour l'upload du bucket S3, ben, j'aurais tout à fait pu utiliser ici Amazon S3 Ouais, et mettre un output, enfin, et mettre un upload. ouais, tu peux même encore là, tes méthodes, tu peux même encore les décomposer dans encore enfin, tu pourrais même plus, décomposer, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi j'ai C'est préféré tout mettre dans la fonction lambda parce que uploader dans un bucket S3 c'est littéralement de lignes de code, hein. Donc j'ai fait comme ça. Mais là je pourrais tout à fait prendre, voilà, tu vois, c'est put object. Donc ici je pourrais tout à fait mettre un put object au milieu. L'output de la fonction lambda ce serait le nom de l'objet, le bucket dans lequel je veux le mettre. Et Mmh. ensuite, après ça, je pourrais déclencher l'autre fonction. Et l'output de putObject, ce serait la même info, le fichier qui a été mis dans quel bucket. Et comme ça, cette fonction-là, après, elle va le récupérer, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, tu peux tout chaîner comme ça de façon visuelle. Et quand tu veux, du coup, paramétrer tes input-output, ben, t'as les onglets qui sont là, qui te permettent de le faire. Donc dans tes payloads ici, tu peux préparer des données, entre guillemets, des structures de code en dur, mais bah, c'est rare que tu aies que des payloads avec des choses en dur dedans. Donc tu vas pouvoir mettre des paramètres. Et ces paramètres, tu pourras les chercher de l'output et tu pourras faire en sorte que dans l'output de la fonction précédente, tu cherches uniquement certaines valeurs qui t'intéressent pour les Mmh. placer à certains endroits dans l'input de la fonction suivante. Exemple, je vais juste cancel tout Ouais. ça pour revenir à mon exemple de base. Voilà. Ici, avec mon invalidation. Mon invalidation, elle a besoin d'une variable timestamp. Donc ici, dans mon payload, quand tu mets un $point, en fait, tu mets un sélecteur dans le JSON. Donc quand tu as une valeur ici, une clé, pardon, c'est une clé, comment on dit en JSON ça? Ça a un nom, non? Oui, une clé, ça marche. Ok, donc ça c'est une clé. Donc quand tu as une clé qui doit être paramétrée, tu mets un point dollar derrière. Comme ça, au moment du parsing, il sait que tu vas attendre une valeur. Et ensuite, Mmh. tu as $.timestamp. Ça, c'est le sélecteur que tu vas utiliser pour chercher ta valeur dans le payload d'input. Donc comme ça, tu peux faire un D'accord. mapping. Tu peux dire telle valeur dans mon output doit être égale à telle valeur dans mon input. OK. Et ensuite, le reste, bah, tu peux le paramétrer. Voilà, Tu peux vraiment ouais, tu peux vraiment faire ton mappage à la main, quoi. C'est c'est pas ça. mal. Donc là, tu vois, je dis que pour create invalidation, l'input, ce sera, bon, en fait, c'est automatique. Tu vois, state input comes from the previous state output. Donc là, c'est complètement Mmh. automatique. J'avais même rien à cocher. Et si tu veux filtrer, par exemple, pour dégager certaines structures qui ne Ouais, t'intéressent pas, tu peux activer un filtre. tu peux cocher la petite case. Tu peux cocher la petite case. Et ensuite, ben, quand tu définis ton filtre, tu vas dire, ben, par exemple, si tu as dans un payload JSON, tu veux juste une partie, avec les sélecteurs qu'on a vus, là, avec les dollars, tu pourras Mmh. limiter ce que tu veux récupérer. Ça, je peux te le montrer. Où est-ce que je peux te le montrer? Ici, dans le menu, tu as un Data Flow Simulator. Donc ça te permet de Ouais. tester tes inputs et tes outputs. Là, par exemple, tu vois, j'ai un payload input qui est bidon. C'est des, voilà, version 4, librairie, puis il y a des livres. Ouais. Voilà. Non, c'est pas des livres, c'est des films. C'est plutôt des films, C'est des oui. films, tout à fait. J'ai vu librairie et puis voilà, mon cerveau il a disjoncté. Donc tu as Le des fameux films, auteur, Tarantino. c'est ça. Et donc ici, tu peux définir un input pass. Donc ici, tu vas pouvoir dire que ben, avant l'input pass, ça c'est ton payload. Et là, tu Mmh. peux dire, bah, si finalement tout ce qu'il y a avant la .library, je le veux pas, si je veux que les movies, eh ben, je mets un sélecteur, .library, $.library, et ça c'est mon Point output. movies, ouais. J'ai plus que les movies. Et Ouais, c'est pas mal. si je veux, par exemple, ici, si je mets encore .movies,
Là, j'ai vraiment plus que la collection de livres. T'as plus que le tableau, ouais. Et si je veux le Puis, premier des livres, je mets tu vas index mettre un 0. crochet 0. Si je veux le deuxième, et comme ça, tu peux, là maintenant si je veux que, par exemple, le genre, je mets encore point genre, action. C'est pas mal, hein. Donc là, comme Et ça, j'imagine qu'après, ce que tu dis à quoi ça correspond dans la variable de l'output, oui, tu paramètres ça après. voilà, après tu as la partie parameters, et c'est là que tu peux définir tes différents paramètres, et là tu peux voir les valeurs, donc ton payload filtré, les paramètres que tu configures, et le résultat que ça te donne. Parce que honnêtement, c'est un peu chaud, hein. Oui, C'est j'imagine. un peu compliqué de tomber sur les bons filtres et sélectionner les bons trucs pour que input, output et tout colle comme il faut. Parce que là, tu peux filtrer l'input, mais après, tu peux faire pareil avec l'output, avec tout ce qui est result selector, et Mmh. result pass et output pass. Ouais, tu peux faire des 2 côtés, en fait. Exactement. Alors à l'arrivée, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Si je prends cette state machine ici, ma dernière exécution, oh, elle a pas marché. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il faudra que j'aille débugger ça. On va essayer Je de fais la des lourds. déclencher. Quand même. On va être fou. Soyons fous. Donc, Séance de débugage. séance débugage. Alors, state machine, elle est prête. Je sais qu'elle va chaîner mes fonctions lambda. Je fais start execution. Je peux mettre éventuellement un payload qui sera l'input de la première de mes fonctions. Moi, j'en ai pas, donc je laisse une valeur par défaut, je m'en moque. Et c'est parti. Et là, je vois où il en est, tu vois, en temps réel. Où est-ce qu'il en est? Donc là, il est en train d'exécuter la première. Donc je sais que si ça se passe bien, si elle passe en vert, c'est pas elle qui a déconné. Ouais, tu vois étape par étape, du coup. Exactement. Donc là, je vois, tu vois, exécution started, task entered. Enfin, tu vois, started, scheduled, entered. Et tu vois précisément où est-ce qu'il en est. Alors, on va faire un petit refresh ici. Ah, ben voilà, ça a mis à jour. Donc la première, elle s'est bien passée, elle est passée en verte. Maintenant, il en est à la deuxième. Et là, tu vois, dans le workflow, task succeeded, ok, il start la suivante, scheduled, entered, execution started. Et Franchement, là, si c'est l'invalidation qui passe pas, ah mais attends, mais ça a marché, là. ouais, non, tout est passé. Enfin, attends, non, il est en train de faire l'invalidation là. On va voir, c'est peut-être l'invalidation qui déconne. Succeeded, bah non, c'est bon, tout s'est bien passé. OK, bizarre. Et donc, Ah, bizarre que ça ait pas marché, aujourd'hui, du coup. qu'est-ce que ça me produit tout ça? Ben, ça me produit un truc qu'il y a sur mon petit site web là. Hop, ça te produit ces graphiques là. Là, tu vois, j'ai un truc serverless démo. Et ça me produit ce graphique-là. Ce graphique-là, il est tout frais, tout chaud, avec les toutes dernières données qui ont été saisies. Et il y a ce graphique-là aussi qui est produit. Donc tu vois, ça c'est une heatmap par jour. Ah oui, Tu vois les valeurs. Et donc, ben, alors il n'y a pas les dates précisément, mais le dernier carré jaune ici, ben, ça c'est la valeur qui a été calculée pour aujourd'hui, avec les dernières données d'aujourd'hui. je vois. C'est pas mal. C'est Voilà. franchement pas mal du tout, hein. Parce qu'en vrai, pour mettre à jour, du coup, ça enfin, tu quasiment rien à faire. Ah ouais, Une fois que tout est en place, c'est ça. C'est entièrement automatisé. Toi, tout ce qui te reste à faire, c'est surveiller ta facture et surveiller les exécutions, quoi. Donc ça, c'est un truc qui tourne depuis un petit moment. Alors pendant un moment, ça tournait plus, j'avais pas fait gaffe. Mais tu vois, c'est un truc que j'avais commencé à préparer en janvier. Et quand tu regardes ma facture, hein, parce que là, j'ai quand même une fonction lambda qui s'exécute toutes les minutes. J'ai une table oui, DynamoDB dans laquelle j'accumule des données en permanence sans rien purger depuis X temps. J'ai le site web en question qui est hébergé dans S3. J'ai le fichier CSV qui est produit par les fonctions lambda intermédiaires qui est dans ah, S3. je vais J'ai les mentir, step functions qui s'exécutent toutes les nuits. J'ai ouais, Route 53, le DNS qui sert à tout gérer avec un nom de domaine un peu sympa. Le certificat SSL du nom de domaine. CloudFront. À ton avis, je paye combien tous les mois?
Ouais, je n'y connais pas en tarif, mais je dirais au moins 200 euros. Hugo, tu surestimes mes moyens financiers, hein. Ah, j'imagine bien que c'est moins cher. Mais je me dis, bon, chez la concurrence, ça va être à peu près ça, alors. Oh là là, mais c'est 100 fois moins cher. Mais c'est incroyable. Je paye, ouais, ce mois-ci, comme je fais pas mal de trucs, là, j'ai donné un cours à AWS en début de semaine. Il y a les streams, il y a tout ça. Là, ce mois-ci, ça va me coûter un peu plus cher que d'habitude. D'habitude, Aïe aïe je aïe. paye pas 1 euro, hein. Si jamais vous voulez vous cotiser, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez faire un don. Si vraiment tu veux mettre ton PayPal dans la bio du stream, tu peux. Ah, ça va aller. En tant que prof pour Amazon, j'ai des crédits tous les trimestres. J'ai, Grand luxe, on t'offre 2 ouais, euros ouais, par mois. non, j'ai 50 euros. J'ai 50 euros par mois pour prototyper, faire des D'accord. trucs. Et là, ce qu'on est en train de faire là, tu vois, c'est exactement pour ça qu'on me donne ces crédits. C'est pour tester, montrer, propager le savoir et montrer l'écosystème, l'écosystème Amazon. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Moi, On a, j'avais une question parce que j'ai vu que tu faisais dans tes fonctions, dans tes lambda, tu avais des imports à faire. Qu'est-ce qui se passe si tu as. Enfin, ils viennent d'où ces imports-là? alors attends, on va aller voir les fonctions lambda en question. Tu voulais voir laquelle? Je sais pas, par exemple, l'exemple ou n'importe laquelle. Celle qui Parce que marche je sais pas toutes si les on a vu minutes là? je sais pas si on a vu la notion de layer en fait, je sais plus. Ouh, tu as raison, tu as raison. J'ai oublié de parler des layers. Alors attends, c'était laquelle? Voilà, c'était cette fonction-là que j'avais préparée. Imaginons que dans ma fonction lambda, j'ai besoin d'une librairie. Par défaut, quand tu sélectionnes ton environnement, ton runtime, là j'avais mis Python, voilà, ça c'est un runtime Python 3.9. Derrière, c'est exécuté avec une image Linux à Amazon, et il y a un certain nombre de librairies qui sont installées dessus, en standard. Et en fait, toutes les librairies Python de la Terre ne sont pas installées dessus. Tu as les plus connues, les Oui. plus standards, mais elles n'y sont pas toutes. Ce qui fait que si tu veux utiliser une fonction comme celle-ci, par exemple une librairie qui s'appelle request, qui sert à faire des requêtes HTTP. Là, je veux faire une requête sur capcode.u. Ça va pas du tout, il aurait fallu que je mette notre tv.capcode.cloud où est hébergé notre stream, hein. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Là, tu vois, on peut tester si la page elle est accessible ou pas. Donc je vais faire une requête get. Si j'ai une réponse, ben c'est que c'est du 200. Sinon, tiens, je vais renvoyer quoi? On va renvoyer c'est quoi quand ça marche pas? On va mettre 500. Ouais, 500. Voilà, c'est pas accessible, donc on va renvoyer une 500. Cette fonction-là, si je veux la tester, comme elle tourne avec le runtime Python standard et les quelques librairies qui sont livrées avec, bah, j'ai un erreur d'import. Ma Mmh. fonction, tu vois, request n'existe pas. Donc je peux pas Aïe, aïe, utiliser aïe. ma librairie. No module name request. Et là, je suis embêté. Si j'ai pas envie de construire toute une image Docker, parce que c'est une fonction toute simple, et j'ai pas envie de Ouais. paramétrer tout mon runtime, je peux prendre cette librairie request et la packager. Ça veut dire en gros, je vais dans mon dossier, tu sais, où tu as toutes les librairies Python qui sont installées, Mmh. dans ton arborescence home ou dans ton environnement, dans ton virtuel environnement Python. Et tu la prends, tu fais un zip en fait. Tu vas zipper ta OK. librairie et tu vas la placer dans ce qu'on appelle un layer. Donc un layer, c'est quoi? C'est en fait une ou plusieurs, hein, c'est toi qui mets tout ce que tu veux dans ton package. Tu crées un layer avec là où les librairies que tu veux. Donc là, j'ai un layer API. À l'intérieur, j'ai packagé ma fonction, enfin ma librairie request, et je vais pouvoir utiliser ce layer partout. Ce qui fait que la librairie, elle est paramétrée une fois dans un layer, et ce layer, je vais pouvoir l'utiliser sur toutes les fonctions lambda qui vont avoir besoin d'exécuter des requêtes. Donc là, j'ai d'autres layers, tu vois, pour produire des Mmh. graphiques, pour faire du mongoose,
Tu Donc mon check tes goût petits layers en fonction de tes besoins, quoi. exactement. Donc soit tu fais des layers assez gros avec plein de librairies dedans. Par exemple ici pour faire des graphiques, j'ai pas mal de librairies là-dedans, hein. Oui, j'imagine. Tu pas le détail parce que tu peux plus voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux le redownload, hein, pour voir le contenu, Ouais. ça te rend ton zip en fait, hein. Donc tu peux voir, Ah, et tu peux aussi versionner tes layers, du coup? oui, ah oui, tout à fait, oui. Et tu peux avoir, 3 fonctions différentes, chacune sur un layer de version différente. Oui. Tu peux tout combiner. Et donc soit tu fais un gros layer avec tout dedans et tu l'utilises partout, soit tu peux empiler plusieurs layers, chacun avec une ou 2 petites librairies. C'est pour ça que ça s'appelle des layers, parce que c'est des J'allais dire d'où le couches. nom. Et C'est des petits malins. ils sont fous, hein. Donc tu vas empiler tes layers jusqu'à ce que tu aies toutes tes librairies. Et à partir du moment où tu configures le layer sur ta fonction, donc moi je vais aller dans ma fonction example layers ici, je vais aller sur cette partie layers et je fais add a layer. Je rajoute un custom layer parce que c'est moi qui l'ai créé, mais tu en as plein des qui sont prédéfinis, hein, tu en as qui viennent de chez AWS. Et est-ce que tu as comme on a vu avant qu'il y avait des lambdas, qui étaient dans une espèce de dossier open source, est-ce que tu peux aussi faire ça sur des layers ou c'est quelque chose qui n'existe pas encore? Oui et non, c'est-à-dire que oui tu peux, parce que ici tu peux sélectionner un layer en spécifiant son ARN. Donc l'ARN c'est l'ID, OK. hein, d'un Oui, élément dans il faut le AWS. connaître l'ARN, quoi. Voilà. Donc si toi tu as un compte, tu as fait un layer qui est super, tu veux le partager avec moi, tu peux me donner l'ARN et le droit d'y accéder et je peux y accéder. OK, ouais. C'est du copinage, de layers. Voilà. Mais c'est pas, Ouais, tu com pas une bibliothèque, de voilà, layers c'est ça, open de la connu. c'est ça. Donc là, comme j'ai une fonction qui est en Python 3.9, c'est intelligent, ça me propose que les layers compatibles avec Python 3.9, ça connaît aussi l'architecture de ma fonction, donc si tu as des layers en ARM, en x86, tu peux Mmh. les sélectionner. Donc là, je peux prendre mon layer API, je choisis la version, je rajoute mon layer à ma fonction, voilà, et maintenant si je la teste, CapCode Normalement, tu as une 200. TV est accessible, j'ai bien un status code 200. Bah, nickel. Attends, je vais juste revoir ce qu'il y a sur tv.capcode.cloud. Tu veux refaire une boucle infinie? Waouh, mais ce site, quand est-ce qu'on l'a développé? Non, je vais pas refaire une boucle. Il marche encore, il marche encore. Bah, il est nickel, hein. Ça y est, on fait l'inception. On pourrait mettre la page YouTube aussi là-dessus, hein. Oui, ce serait une bonne idée de se faire une petite landing page comme ça avec Mmh. ben, le lien vers les replays et tout ça pour que ça fasse un truc un peu complet. On pourrait tout regrouper sur cette page-là, effectivement, puis la partager sur LinkedIn et tout. Qu'est-ce qu'on a oublié encore, Hugo? Est-ce qu'on a fait le tour du sujet ou est-ce que j'ai encore raté un Écoute, truc? moi j'ai l'impression d'avoir tout vu. Est-ce que nous avons des questions encore dans le chat peut-être? Non, le dernier message, qu'on a dans le chat, c'est un petit chat mignon. Ah, c'est C'est tout. toujours mignon les chats. Les chats, c'est toujours un succès. Je peux en mettre plein si tu veux. Dans le cours sur l'architecture Amazon, il y a un des TP où tu uploads une image de chat dans un bucket S3 et tu as une fonction lambda qui le redimensionne pour faire des miniatures. J'avais trouvé ça, euh, Ah, trop bien, j'avais trouvé ça sympa. Voilà, les petits chats, c'est toujours un succès. effectivement. Ben écoute, ça fait 1 heure et demie quasiment qu'on y est. Si il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, parce qu'on a fait quand même un bon petit tour du sujet. Le code que j'ai produit là dans ces fonctions d'exemple, je peux tout à fait le partager avec, la communauté, les gens du chat. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit mail, sur, tv@capcode.eu et on pourra vous envoyer le code. Peut-être qu'à terme, on se fera même un petit repo quelque part où on pourra, Mmh. ben, Et poser des exemples, voilà, ouais. déposer tous les exemples qu'on aura vus, au fil du temps. Si ça plaît à tout le monde, on pourra faire ça. Yes. Eh bien, écoute, merci beaucoup Hugo pour,
pour ta présence et pour m'avoir accompagné dans cette présentation. Merci à tout le monde dans le chat et portez-vous bien. Tiens, est-ce qu'on a la thématique du prochain stream? Je pense que c'était ça mon petit Écoute, message Discord moi dans tout le à chat, je vois l'heure. les 2 prochains, participants, dans le chat, donc s'ils veulent le dire, c'est avec plaisir. Sinon, ce sera une fin en flop. Et je crois qu'ils vont nous laisser flopper, c'est terrible. Moi, je sais pas, j'ai comme un sentiment que ça va parler de CSS. De CSS, intéressant. Ah, les tests unitaires, d'accord. Ah, ça change. Ah, c'est pas mal d'alterner les thématiques comme ça, je trouve, d'un stream sur l'autre. Et puis, moi, je vais réfléchir à ce qu'on pourra voir sur le prochain stream AWS. Spéciale dédicace, au chat. Cette superbe tasse. Ah, un peu de COBOL. Quel enfer! Je quitte ce live. On rigole, mais je cherche quand même encore. On peut faire tourner un workload AS400 dans AWS, hein. Non, ça va aller. Ce sera la thématique du prochain stream. Pitié, non. Ok, ben merci, merci à tout le monde. Passez une très bonne fin de soirée et on se retrouve très bientôt. Salut! Toujours la commu. Hugo, on nous demande pour un rappel. Incroyable! C'est le On rappel! applaudit! C'est un concert, c'est fou, c'est incroyable, en direct, directement. Ah mais le chat est en feu là, Le c'est chat est en incroyable. feu, ouais. On peut On parler peut parler. ECS? Ouais, on va peut-être y aller nous du coup. Salut Jean-No, à la prochaine. À bientôt, salut!